Intervention télévisée présidentielle dimanche soir sur France 2 a donc suscité beaucoup de critiques et de sarcasme. La forme y était originale selon vous, Eric? Les communicants de l'Élysée peuvent être fiers d'eux. Ils ont réussi leur coup. Ils ont fait parler, plus que ça, réagir, brocarder, hurler, vociférer, s'indigner. Tout y est passé. C'était le but recherché. Le président de la République qui marche dans les salons de l'Élysée comme un guide de la journée du patrimoine et qui s'arrête de temps en temps pour répondre à une question qui n'en est pas une, le spectacle valait le déplacement. Personne n'y avait encore pensé. On n'imagine pas le général de Gaulle déambuler ainsi dans son palais. À l'époque, les présidents parlaient assis, sur leur trône. C'était même la marque de leur sacralité royale. Le dernier à répondre aux questions assis sur son trône fut François Mitterrand. Depuis Jacques Chirac, les présidents français sont debout à la manière américaine. Ils ne sont plus des monarques. Sarkozy et Hollande ne seront jamais des rois. Le peuple ne leur a jamais pardonné cette auto-désacralisation. Macron l'avait compris. Il en a rajouté dans la raideur hiératique dès son avènement et a cherché tous les lieux qui évoquaient l'histoire de France pour donner le poids du sacré à son élection démocratique. Même au cours de cette discussion entre copains avec le présentateur du journal de France 2, Macron s'est senti obligé d'évoquer ses prédécesseurs et son souci de s'inscrire dans une filiation. Et vous y voyez une sorte de contradiction, hein. Et en même temps, cher à Emmanuel Macron. Oui, même plus, comme s'il avait éprouvé soudain un remords. Sa prestation de dimanche était tout le contraire de la filiation évoquée. C'était pour tout dire un numéro auquel Giscard aurait pu sacrifier. Le Giscard qui remontait les Champs-Élysées à pied en redingote et qui invitait les éboueurs à l'Élysée ou dînait chez des Français moyens. Le Giscard faussement simple mais grand communicant. Le Giscard qui voulait à tout prix faire moderne. Le Giscard qui se prenait pour Kennedy. Le Giscard en maillot de bain dans une piscine avec le président américain. Le Giscard qui lui aussi voulait dépasser le clivage gauche-droite. Le Giscard, lui aussi européen militant. Et le Giscard qui avait lui aussi une conception assez solitaire du pouvoir. Macron devrait se méfier. Ce genre d'opération de communication, de film publicitaire même, se retourne vite contre son auteur. Au départ, c'est le journaliste qui se ridiculise et doit encaisser les tombereaux de sarcasme. C'est la chaîne même qu'on soupçonne, non sans raison, de chercher à se faire bien voir d'un président qui ne lui cache pas son mépris. La gauche et la droite protestent. La gauche oublie que Mitterrand n'hésitait pas à se faire interroger par des journalistes qui étaient les épouses de ses ministres. La droite oublie que Chirac et Sarkozy ne toléraient une contradiction factice que s'ils gardaient les clés du camion. Mais quand les codes du showbiz sont ainsi repris sans vergogne, entre fausse camaraderie et fausse décontraction, le président devient un people comme les autres. Et entre le people et le peuple, il n'y a pas qu'une lettre d'écart. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. Demain, nous allons voir ce matin avec Nicolas de Menac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors pour vous, 2017 aura été marqué par les femmes et vous vouliez ce matin leur rendre hommage. Ah, elles méritent un coup de chapeau et même plusieurs, car l'année 2017 pourrait bien rester une année femme, une année flamme. Regardez d'abord comme on a été ému, comme on a été handballé par nos championnes du monde qui ont décoré leur coupe de rouge à lèvres pétard et ont fait une meilleure audience sur TF1 que le président sur la 2. Voyez par ailleurs comme ces dames percent sur les plateaux radio, télé, puisque Anne-Sophie Lapix a été distinguée personnalité média de l'année et Elisabeth Martichoux, notre Martichoux, sacrée meilleure intervieweuse de France, donc de l'univers quasiment. Mais écoutez bien aussi ces politiques de sexe féminin qui, telle Valérie Pécresse, se déclarent, je cite, décidée à porter une parole radicalement féministe. Oui, la patronne de la région Île-de-France qui avait fait campagne autrefois avec une pelle, un seau et ce slogan « Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage », ce qui relevait d'un machisme rare. Et si elle s'est convertie au féminisme, c'est qu'il s'est passé quelque chose de fort, plus qu'une vague, une lame de fond. Ouh là là, comme vous y allez. Mais c'est que ce n'est pas une révolte, Sir Calvi, c'est une révolution planétaire à laquelle on assiste. L'affaire Weinstein, ce producteur hollywoodien convaincu de harcèlement sexuel, a libéré la parole dans une grande partie du monde et en particulier en France. Cinéastes, acteurs, animateurs télé, mais aussi politiciens ont été mis en cause via les réseaux sociaux par des femmes qui n'ont plus eu peur de dénoncer les agressions sexistes
d'injustice dont elles avaient été victimes. La parole des célébrités a libéré les plaintes des anonymes de tout milieu. Dans de nombreux pays, ont dû démissionner des ministres comme des stars télé et ciné. Le climat aussi a commencé de changer dans beaucoup d'entreprises en attendant la loi contre les outrages sexuels annoncée pour 2018. La honte a changé de camp, avec une mobilisation qui prend des dimensions politiques comme aux États-Unis, où il y a eu un miracle en Alabama, un miracle féministe, puisque ce sont les femmes qui ont fait battre dans cet État ultra-conservateur un républicain harceleur qui avait le soutien total de Donald Trump, lui-même mis en cause pour son machisme indécent. Mais vous le savez, certains craignent quand même les débordements de ce mouvement. Oui, les révolutions entraînent toujours des débordements, mais en l'affaire, ils ont été plus que rares. Les fausses dénonciations ont été exceptionnelles. Et ceux qui craignaient de se retrouver dans une société où la séduction, voire la galanterie serait bannie, ceux-là peuvent s'apaiser et en profiter pour raffiner leurs approches et parades amoureuses jusqu'à la courtoisie, maintenant qu'ils ont pu entendre que quand une femme dit non, c'est non et pas oui. Et qu'ils se rassurent, comme le disait Stendhal dans son livre De l'amour, rien n'empêche un rossignol de chanter au printemps. Nicolas de Ménal, ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le rapport sur le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a donc été remis hier au Premier ministre. Les 3 médiateurs refusent de trancher. Ce sera donc au président de la République de le faire à la fin du mois de janvier. Et oui, c'est une longue histoire qui s'achève. Une très longue histoire, presque aussi longue que la Ve République. Quand la déclaration d'utilité publique pour ce chantier ouvre en 1965, Charles de Gaulle est à l'Élysée. Plus de 50 ans plus tard, 178 décisions de tribunaux et 7 présidents de la République, la première pierre de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a toujours pas été posée. Le temps est passé qui a transformé une idée à la mode en une idée ringarde, un projet moderne en un projet désuet. Peu importe de savoir qui techniquement a raison ou tort, comme l'a noté le dernier rapport administratif à ce sujet, il y a des arguments raisonnables des deux côtés. Seul le temps n'est pas raisonnable, il passe, il file, il change tout. Dans les années 60, c'était le temps de l'État roi, l'État aménageur, l'État modernisateur, l'État bétonneur, l'État planificateur, qui construit à tout va, centrales nucléaires, villes, aéroports, autoroutes, maisons de la culture, piscines, bientôt lignes de TGV. On décide, on tranche, on détruit, on construit. Survolant en hélicoptère la banlieue parisienne, le général de Gaulle dit à Paul Delouvrier, un des plus brillants hauts fonctionnaires français de ce temps-là, « Delouvrier, remettez-moi de l'ordre dans ce bordel. L'ordre s'appellera la Défense et les villes nouvelles. » Avant, le même Delouvrier avait dirigé le fameux plan de Constantine qui était censé développer l'Algérie pour la conserver dans la République française. Tout un programme. La province comme la banlieue sont alors traitées par l'administration comme une colonie. Dans l'intérêt général du pays, bien sûr, mais en se moquant comme d'une guigne de la vie des populations. Alors, que s'est-il passé selon vous, Éric? Eh ben, depuis, tout a changé. Les colonisés se sont rebiffés. Les associations de riverains, les agriculteurs, les gauchistes, les écologistes, les élus locaux, les tribunaux consultent à tout va, on organise des référendums locaux. Les zadistes occupent le terrain qui mêle paysans bio et combattants venus de toute l'Europe armés jusqu'aux dents. On se croirait revenu au temps des bandes qui écumaient la France sous l'Ancien Régime. La mort d'un manifestant a durablement tétanisé l'État et ses représentants. L'État est devenu un Gulliver aux mains attachées. Même les conditions économiques et techniques ont changé. Les aéroports ont créé des hubs dans les grands centres internationaux, rendant moins utiles les annexes régionales. Le développement des compagnies low cost est aujourd'hui la manne principale de ces aéroports. Or, celle-ci ne trouve pas Notre-Dame-des-Landes assez rentable. À l'époque du général de Gaulle, on avait trop de terres agricoles pour un nombre de paysans qui se réduisait comme peau de chagrin. Aujourd'hui, l'artificialisation excessive des sols est devenue un problème tragique. Dans les années 60, les politiques se faisaient élire sur les tonnes de béton qu'ils coulaient. Aujourd'hui, ils se font élire en chantant la gloire des petits oiseaux et en surveillant l'empreinte carbone aussi bien que leur rythme cardiaque. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait dû être réalisé il y a 50 ans. On a toujours tort d'arriver trop tard. Éric Zemmour. 8h18, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors un certain nombre de polémiques se sont multipliées après la manifestation à la Madeleine autour de Johnny Hallyday. Près d'1 million de personnes et le président de la République étaient présents. On aurait pu croire pourtant à une unanimité nationale. Il est mort comme il a vécu, dans le fracas et le bruit. À 17 ans, la jeunesse cassait les fauteuils pour ses concerts, tandis qu'écrivains et ministres s'étripaient dans la presse à son propos. Et à sa mort,
tout recommence. Ce n'est ni un calcul, ni un hasard, ni une erreur, c'est un destin, le destin de Johnny. Jeune, il incarnait le coup d'État de sa génération qui arrachait le pouvoir à une société d'adultes qui ne demandait qu'à se laisser subvertir. Mort, il voit descendre dans la rue le petit peuple des petits blancs, comme dit Alain Finkielkraut, cette France périphérique qui communie avec son héros en se moquant bien de ses frasques fiscales. Il est amusant d'entendre ceux qui exigent habituellement de voir de la diversité partout, à l'école, à la télévision, dans les entreprises, au gouvernement, prendre soudain des pudeurs de chaisière pour regretter qu'on classe ainsi les gens par race ou religion. Amusant de voir les turiféraires exaltés de la France black, blanc, beurre et du vivre ensemble rester quoi face à cette preuve par le réel que leur chimère n'existe pas. C'est la même querelle de Charlie qui recommence. Qui est Charlie et qui ne l'est pas? Qui est Johnny et qui ne l'est pas? Qui communie avec le peuple français, même dans les plus petites choses, et qui ne communie pas? Qui, pour parler comme Ernest Renan, possède un riche legs de souvenirs et a la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis, et qui se moque bien des souvenirs et rejette l'héritage. Johnny Hallyday a pourtant incarné l'américanisation de la culture populaire française, Eric. Oui, jeune, Johnny incarnait la fureur de vivre à l'américaine, c'est-à-dire le consumérisme et le matérialisme. Mais mort, il révèle à la surprise générale une foi chrétienne et une quête de Dieu. La mort catholique de Johnny ressemble à celle des grandes libertines de l'Ancien Régime qui faisaient une fin dans la religion après avoir beaucoup péché. On comprend la fureur des laïcards à la Mélenchon qui d'instinct a compris que Johnny incarnait in fine ce peuple qui ne veut pas mourir, ce peuple à la fois si français et si catholique, même s'il est largement incroyant et ne pratique plus grand-chose. On comprend mieux le réflexe de tous ceux qui congratulent Emmanuel Macron au nom de la laïcité d'avoir renoncé à saisir le goupillon pour bénir dans l'église le cercueil du défunt. Les mêmes, pourtant, qu'il aurait agonie d'injures s'il n'avait pas posé une kippa sur sa tête en entrant dans une synagogue ou s'il avait refusé, au nom de la laïcité, d'enlever ses chaussures en pénétrant dans une mosquée. Tout se passe comme si la vie et la mort de Johnny étaient une parabole morale qui prouve que la jeunesse ne peut régner éternellement ni impunément, que le matérialisme n'a pas de réponse à toutes les angoisses de l'être humain et qu'un peuple n'est pas seulement l'addition de communautés. Comme si, à travers son incarnation la plus populaire, la génération des baby-boomers qui a dirigé la France depuis des décennies